Bonjour à tous. Le cours que j'entreprends cette année commence une série qui s'étendra sur 3 années et qui ambitionne de faire le point des recherches qui ont été effectuées dans le désert oriental d'Égypte, un secteur difficilement accessible pour des raisons climatiques, politiques et pratiques avant la fin des années 1970. Depuis cette date, des travaux ont été conduits par des équipes françaises, notamment dirigées par Hélène Cuvigny, équipes qui ont fouillé le mont Sclodianus, qui est une grande carrière de granit ouverte par les empereurs romains, et les forteresses de l'armée romaine égrenées le long des routes caravanières reliant le Nil et la mer Rouge. Ces recherches ont été aussi effectuées par des équipes anglaises, notamment dirigées par David Peacock, Barry Maxfield et Lucy Blue, et qui ont été responsables de travaux sur les carrières de porphyre du mont Porphyrites, dans le Djebel Dohan, sur le port de Myosormos, à Qusayr al-Qadim, et sur le port d'Adoulis, au Soudan. Et enfin, ces recherches ont été aussi conduites par plusieurs équipes américaines, dont l'une avait réalisé au départ des recherches sur le port de Myosormos à la fin des années 1970, notamment sous la direction de Donald Whitcomb. Une autre, dirigée par Carol Meyer, a travaillé sur les mines d'or du Wadi Fawahir, mines qui sont surtout exploitées à l'époque byzantine. Une autre, dirigée par Henry Wright, a travaillé sur Coptos et sa région. Et enfin, une dernière qui a une action beaucoup plus longue dans le temps, qui travaille depuis un quart de siècle maintenant, et qui est dirigée par Steve Stidebottom, équipe qui a sillonné le désert en multipliant les prospections et les découvertes, avant de se fixer sur une fouille de longue haleine qui concerne la ville de Bérénice. Je prévois de traiter cette année l'organisation des routes commerciales et militaires qui traversent le désert. Le cours de l'année 2014, donc de l'année prochaine, sera lui consacré à l'approfondissement de certains aspects, notamment concernant les ports de Myosormos et de Bérénice, et concernant aussi le mobilier archéologique trouvé dans les ports par comparaison avec celui mis au jour dans les forteresses de l'armée romaine. Le cours de l'année 2015 portera quant à lui sur l'exploitation des ressources naturelles du désert oriental et il nous donnera l'occasion de revenir sur les fouilles du mont Sclodianus et du mont Porphyrites, mais aussi de présenter des fouilles inédites sur la carrière impériale de Domitiane, qui aujourd'hui s'appelle Balad, qui est une carrière de granit près de Hurghada, et surtout de présenter les travaux de notre équipe que nous commençons cette année, une équipe qui est maintenant dirigée par Bérengère Redon et Thomas Fauché, et qui concerne le secteur minier de Samout, au milieu du désert. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ici, vous avez sur cette carte la zone qui nous concerne, qui est située donc entre la vallée du Nil et la mer Rouge, principalement dans ce secteur. Et donc, en 2015, nous présenterons notamment donc, ces recherches que nous venons d'entamer sur les mines d'or de l'époque ptolémaïque, ouvertes, nous le savons depuis cette année, vraisemblablement, non même certainement par Ptolémée Ier, et qui sont donc en devenir, puisque nous commençons seulement cette recherche. Le cours de cette année donc, s'inscrit dans le droit fil de celui que j'avais fait l'année dernière. Certains d'entre vous se souviennent qu'en 2012, j'ai présenté une synthèse sur la production et le commerce des parfums.
l'envisageant sous divers aspects. L'un des volets concernait bien entendu l'approvisionnement en matières premières, en épices telles que la cannelle, la casse, et en résines odorantes comme l'encens ou la myrrhe. Ces dernières provenaient d'Arabie et de la Corne de l'Afrique, tandis que la casse et la cannelle cinnamon venaient de plus loin, principalement d'Inde du Sud, de Trapoban et de l'insule Inde. Les voies de commerce ouvertes par ces épices furent ensuite empruntées par bien d'autres marchandises, dont le texte connu sous le nom de Périple de la mer Érythrée, c'est-à-dire Périple de l'océan Indien, avec ses deux appendices que sont la mer Rouge et le golfe Persique. Donc ce texte donnera, dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère, des listes détaillées par port et par produit de ce qu'on pouvait échanger. Le sujet qui nous concerne aujourd'hui est vaste. À vrai dire, j'y ai travaillé pendant plus de 20 ans maintenant. Et j'ai longtemps hésité sur la manière de le traiter. Devais-je l'aborder de façon thématique, par exemple par famille de produits tels que les épices, les textiles, le vin, les esclaves, le verre, etc. Devais-je le traiter en suivant classiquement la chronologie, en rappelant la nature et les modalités des relations entre la Méditerranée, l'Arabie et l'Inde à l'époque pharaonique, pour examiner ensuite les évolutions ou les mutations sous les Ptolémées et les empereurs de Rome. En fait, vous le savez, la règle du Collège de France est d'enseigner la recherche en train de se faire. Cela m'a convaincu qu'il fallait résolument aborder la question à la lumière des recherches archéologiques récentes auxquelles j'ai eu le bonheur de participer dans le désert oriental, aux côtés de mes amis Hélène Cuvigny du CNRS, Adam Bülow-Jacobsen de l'Université de Copenhague, Michel Rédé de l'École pratique des hautes études, Martine Le Guillou du Centre archéologique du Var et plus récemment d'Emmanuel Bott de l'École française de Rome et de Charlène Bouchaud de l'Université de Paris. J'ai invité la plupart d'entre eux à mon séminaire afin qu'ils vous présentent les recherches qu'ils réalisent et qu'ils éclairent de leur savoir certains aspects qui sont hors de ma compétence. Du fait de leur emploi du temps, l'alternance régulière des cours et des séminaires ne sera pas respectée. Mais c'est une opportunité car cela donnera plus de cohérence à ma démarche, si j'ose dire, pédagogique. Je commencerai donc par 3 cours de 2 heures présentant synthétiquement les fouilles que nous avons réalisées dans le désert entre le Nil et la mer Rouge, le long donc de 2 routes qui sont la route qui conduit de Coptos à Myosormos et de Coptos à Bérénice. Ensuite, j'accueillerai successivement le 5 novembre Michel Rédé qui traitera plus spécifiquement de sa spécialité qui est l'architecture des forts de l'armée romaine. Le 12 novembre, Charlène Bouchaud nous présentera l'apport de la carpologie, c'est-à-dire de l'étude des graines et de la botanique, de l'archéobotanique, à l'étude des relations commerciales, et on verra que justement, du fait de l'état de conservation des vestiges dans le désert oriental, on peut retrouver par exemple les grains de poivre, les épices, etc. Le 19 novembre, j'ai invité Roberta Thunberg du British Museum, qui est pour moi la meilleure spécialiste de l'étude des céramiques d'époque romaine dans la mer Rouge et l'océan Indien, et elle nous fera une présentation en anglais, je suis malheureusement obligé de le dire, qui s'appellera From Egypt, Red Sea to the Malabar Coast, Rome Eastern Trade. Rassurez-vous, nous essaierons dans la discussion qui suivra d'assurer une partie de la traduction et d'engager une conversation en partie en français. Le 29 novembre, même opération, mais ça sera un peu plus facile, car Adam Bülow-Jacobsen parle très bien le français, mais il a souhaité faire sa présentation en anglais parce que c'est quand même plus facile pour lui, et il nous parlera de Caravan Transportation on the Myosormos and Berenike routes,
Il le fera en anglais, mais tout le débat, là, pour le coup, sera en français dans la mesure où il le parle parfaitement. Le 3 décembre, Hélène Cuvigny du CNRS nous fera un séminaire un peu polémique qu'elle a voulu intituler « Pourquoi les textes sur Ostraka trouvés dans les forts romains du désert de Bérénice n'en disent-ils pas davantage sur le commerce érythréen ?» Les ostrakas, comme vous le verrez à plusieurs reprises, et même déjà dès aujourd'hui, ce sont des morceaux en fait, de poterie, principalement des amphores, qui ont servi de support à des textes, tout simplement parce que dans le désert, évidemment, les papeteries n'étaient pas accessibles très facilement, le papyrus n'était pas livré régulièrement et les acteurs à la fois du commerce et de la surveillance des routes s'écrivent sur des fragments d'amphores qu'ils retaillent, et c'est une chance pour nous parce que ces tessons, qui parfois contiennent, vous le verrez, des textes très importants, se sont parfaitement conservés. Le 3 décembre aussi, donc après la présentation d'Hélène Cuvigny, j'interviendrai pour donner en quelque sorte un contrepoint archéologique à ce qu'elle présentera, et j'essaierai d'expliquer en quoi l'apport de l'étude des amphores trouvées dans les forts romains du désert nous informe sur le commerce érythréen ou bien ne nous informe pas. Donc il y aura une discussion qui demandera à être faite entre ces deux présentations. Enfin, le 10 décembre, si j'ai le temps, parce que je me rends compte que le programme est déjà chargé et j'ai peur qu'il y ait un peu de décalage, mais mon idée c'était de commencer à présenter une synthèse des recherches dans un cours qui ferait le point du commerce érythréen de l'époque ptolémaïque à la fin de l'Empire romain, cours qui serait fondé sur les sources écrites, mais évidemment éclairé par le résultat des fouilles récentes, aussi bien les nôtres que celles de nos collègues anglais à Myos-Hormos et américains à Bérénice. Bon, c'est le programme. Étant donné l'abondance de la matière, je ne suis pas tout à fait certain que je le respecterai totalement, mais comme j'ai l'intention de poursuivre cette présentation sur 3 ans, il y aura peut-être moyen de moduler ces présentations de façon à ce que nous ayons à la fin un cadre global. Alors commençons par entrer dans le vif du sujet par quelques mots sur le contexte géographique et climatique, car il est évidemment essentiel. La zone géographique dans laquelle nous allons pénétrer se situe donc entre le Nil et la mer Rouge qui est une faille qui s'est ouverte il y a environ 30 millions d'années entre la péninsule arabique et l'Afrique. Cette zone donc du désert oriental couvre environ 26 000 km². C'est un désert qui contraste fortement avec la vallée du Nil d'un côté et le désert occidental. Vous voyez ici la vallée du Nil qui forme un trait vert et on passe brutalement à la limite d'un champ du vert au jaune du sable. Mais il ne faut pas s'y tromper car, à la différence du désert occidental qui est situé ici, vous voyez, est très jaune, le désert oriental est en fait un désert de pierre, un désert de montagnes en quelque sorte, montagnes qui se sont formées il y a environ 550 à 900 millions d'années et qui sont très élevées dans cette partie orientale qui borde la mer Rouge. Les montagnes de la chaîne arabique sont constituées principalement, et ça c'est important pour la suite, c'est-à-dire notamment pour le moment où nous étudierons les ressources dans le désert oriental, les ressources naturelles, donc les mines et les carrières, le socle de ces montagnes est un socle précambrien de roches ignées et métamorphiques qui est orienté à peu près nord-sud, comme vous le voyez ici, hein. Et donc c'est dans ces roches qu'on va pouvoir extraire
le granit, le porphyre, et bien sûr l'or et quelques pierres précieuses. Ces montagnes, les Grecs et les Romains l'appelaient Oros Béréniké, c'est-à-dire la montagne de Bérénice en quelque sorte, et le socle donc est recouvert de roches sédimentaires, principalement de grès et de calcaire du Crétacé et de l'Éocène. Les calcaires sont très présents, par exemple, dans la chaîne du Djebel Daoui, qui est située ici, et au pied duquel, nous allons le voir, il existe une forteresse de l'armée romaine. Le noyau des roches primaires et les dépôts sédimentaires qui se sont déposés postérieurement ont été sillonnés au cours des millions d'années qui se sont écoulées depuis la surrection des montagnes. Ils ont été sillonnés par des précipitations parfois très fortes qui ont créé donc des espèces de torrents, des wadis, qui emportent tous les sédiments et les roches sur leur passage pour les déposer dans des zones planes. Ainsi s'opposent des montagnes élevées entre 1000 et près de 2200 mètres d'altitude, par exemple dans le Djebel Siad al-Banat, entre Hurghada et Safaga, dans ce secteur qui est au nord, qui est ici, et s'opposent donc aux vastes plaines alluviales au bord du Nil. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus jaune, et les reliefs sont moins accusés. Et il existe aussi une très étroite plaine côtière le long de la côte, qui s'étend principalement sur des formations coralliennes du Miocène au Pléistocène, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Plaine côtière dont la largeur n'excède pas quelques kilomètres, qui est totalement aride et stérile, tout juste bonne à offrir quelques abris pour la navigation, là où il y a des accidents topographiques qui permettent de s'ancrer en quelque sorte et de se mettre à l'abri, mais qui présente un espace plan qui sera mis à profit par les Romains lorsqu'ils ouvriront la Via Nova Adriana entre Antinopolis, fondation d'Adrien justement sur le Nil, en 130 après Jésus-Christ, et la ville de Bérénice, donc une route qui fera un parcours assez long de près de 800 km. Les vallées, donc vous voyez ici un wadi dans la partie occidentale du désert, un relief donc très plat avec des montagnes assez basses, et dans la partie plus orientale, nous avons donc des reliefs plus accusés, et ces wadis, donc, qui sont en fait des vallées sèches, et qui permettent des parcours à travers les montagnes, parcours qui sont relativement plans, mis à part quelques cols, et qui autorisent une traversée relativement aisée de ce que Strabon appelait l'isthme de Coptos à Bérénice et à Myosormos, Strabon dans la géographie, livre 17, 1, 45. Mais la traversée n'est aisée que par la topographie et sur le papier, pourrait-on dire. Elle se heurte en effet d'une part à la difficulté de s'orienter dans le dédale des wadis, qui peuvent se terminer par des impasses, et elle se heurte bien entendu à la rudesse du climat. La première difficulté a été progressivement éliminée par une exploration toujours plus poussée du désert. Cette zone a été occupée à la préhistoire dans des conditions climatiques plus humides qu'à l'époque historique, et elle a été parcourue par des expéditions envoyées par les pharaons, au moins depuis l'Ancien Empire égyptien. S'en est suivi progressivement un équipement qui culminera au IIe et IIIe siècle de notre ère, équipement qui est fait de repères, de cairns de pierre, de puits, de forteresses, d'inscriptions et certainement aussi de cartes. En effet, la plus ancienne carte topographique et géologique qui ait été conservée dans le monde, je crois, est le papyrus de Turin, qui porte précisément sur cette zone. Et le papyrus de Turin donne des détails sur les carrières et les mines d'or du Wadi Hammamat. Le Wadi Hammamat, on va revenir très rapidement en arrière, est situé précisément au milieu de la route de Coptos à Myosormos ici.
Ce papyrus, donc, qui est conservé dans le musée de Turin, date du règne de Ramsès IV, c'est-à-dire entre 1163 et 1156 avant Jésus-Christ, et il provient d'une tombe privée de Der el-Médine. Il y a eu quelques débats sur la localisation du secteur représenté sur la carte, mais l'accord est désormais général pour le fixer donc dans le Wadi Hammamat, où précisément Ramsès IV avait envoyé pas moins de 4 expéditions, comportant parfois plus de 8000 hommes, pour ramener des pierres de Bérène. Le Bérène, c'est un schiste noir d'une très très belle qualité qui était utilisé notamment pour faire des statues. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce document, mais ce qui nous importe dans cette courte introduction, c'est qu'il signale des points de repère, comme une stèle de Séti Ier, du début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il signale aussi un sanctuaire à Amon. Il signale des équipements, comme un réservoir d'eau et des habitations de mineurs d'or. Il faut donc comprendre que lorsque les Grecs, sous les Ptolémées, puis les Romains ont commencé à équiper les routes, ils se sont inscrits dans une tradition millénaire et ils ont profité de connaissances antérieurement acquises et des équipements déjà existants. Donc il faut toujours garder en mémoire que nous avons perdu tous ces documents de l'Antiquité et nous avons de temps en temps un éclair. On a la carte d'un Turin d'un côté et pour l'époque romaine, nous avons la table de Peutinger où on a une représentation, comme vous voyez ici, du delta du Nil, le Nil lui-même, et ici la route qui menait de Coptos à Bérénice, avec toutes les étapes qui sont indiquées et les distances en milles. Alors, ce genre de document rarissime, évidemment, est d'un très grand secours lorsque on effectue des fouilles dans ce secteur, et la table de Peutinger et l'itinéraire d'Antonin nous ont beaucoup guidés dans la compréhension et surtout dans l'onomastique des forteresses que nous avons fouillées le long de la route de Bérénice. Nous n'avons malheureusement pas le même document pour la route de Myos-Hormos, ce qui expliquera, comme vous allez le voir, que certains forts que nous avons fouillés n'ont pas de nom antique et que nous devons nous contenter des noms vernaculaires arabes actuels. La traversée du désert donc bénéficiait de cette connaissance, mais ça ne suffisait tout de même pas, car du fait de la chaleur dans la journée et de la difficulté de s'orienter, il fallait se repérer à d'autres éléments du paysage ou d'autres méthodes. Et en fait, les caravanes marchaient surtout de nuit et devaient donc se guider sur les étoiles. Strabon le dit très clairement pour la route de Myos-Hormos. Je le cite, « Les caravaniers se déplacent de nuit en s'orientant sur les étoiles et comme les marins, ils amènent de l'eau pour leur voyage. » C'est toujours dans le même passage du livre 17, paragraphe 1, 45. Et Pline, un demi-siècle après lui, indique qu'on procédait de la même façon sur la route de Bérénice, et je vous renvoie au livre 6, paragraphe 103. Il fallait aussi affronter les dures conditions climatiques. Le désert, avant de devenir une immense zone de transit du grand commerce avec l'Inde et l'Arabie, avait été surtout une réserve d'or, d'émeraudes et de pierres destinées aux sculptures. Mais il ne se laissait pas exploiter aisément. Le climat y est en effet hyper aride, surtout dans la zone qui nous intéresse entre Myos-Hormos et Bérénice. Certes, ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au néolithique, des conditions climatiques plus humides avaient permis le développement d'une savane et d'une faune relativement riche, comprenant, outre des gazelles, mais aussi des éléphants, des rhinocéros, des girafes, des autruches et des hyènes. Les deux dernières se maintiendront encore dans certains secteurs à l'époque antique. Mais depuis la fin du néolithique, le climat est devenu très sec, comme on le voit aujourd'hui. Les précipitations varient de 5 mm par an à Qusair à 44 mm, beaucoup plus dans le sud, vers Massawa. Les conditions étaient les mêmes à l'époque romaine. Aelius Aristide
le fameux rhéteur du IIe siècle après Jésus-Christ, indique que la région était desséchée. Et je vous renvoie à son discours égyptien 36, paragraphe 32. Rares sont donc les pluies, quelquefois au début de l'hiver, de novembre à janvier. Mais elles sont catastrophiques. C'est-à-dire il peut ne pas pleuvoir pendant 1 ou 2 ans ou 5 ans, et puis brutalement on a un gros orage qui emporte tout sur son passage et qui a comme effet de détruire tout sur son passage, y compris bien sûr les sites antiques qui sont à plusieurs reprises abîmés. Ainsi, certains sites comme le fort d'Almoué, que nous verrons tout à l'heure, ont vu une partie emportée par le Wadi. C'est aussi le cas de l'établissement de Maximianon, emporté par une forte crue, et surtout celui de Seyala, nous parlerons tout à l'heure aussi, qui a dû être réparé à plusieurs reprises parce que le fort se trouve au milieu d'un wadi et donc très en prise aux effets de chasse que produit une grosse pluie, car il n'y a rien pour retenir la terre et rien pour retenir la force de l'eau, et donc il se produit brutalement un effet de boue liquide qui emporte tout sur son passage. Donc, c'est un secteur qui est hyperaride, avec des pluies très importantes, et pour s'approvisionner en eau, il n'y a pratiquement que, comme solution, que de forer des puits jusqu'à la nappe phréatique. Alors, en bordure de la mer, la nappe phréatique est un peu plus proche, mais malheureusement très largement polluée par l'eau saumâtre. Il y a quelques sources au pied des montagnes, et dans l'intérieur, la seule solution pour obtenir de l'eau était d'aménager quelques réservoirs et surtout de creuser des puits jusqu'à la nappe qui, dans certains secteurs, est située assez proche du niveau des wadis, on le verra, notamment à Seyala ou dans l'oasis de la Keïta, où la nappe phréatique est à environ 3 mètres de profondeur, mais dans beaucoup de cas, les anciens, et particulièrement l'armée romaine, a dû forer des puits jusqu'à 25 à 30 mètres de profondeur, avec des difficultés énormes, comme vous pouvez l'imaginer. Donc les Ptolémées, et surtout l'armée romaine, se sont employés à implanter un réseau de puits fortifiés qui sont au cœur des forteresses que nous avons fouillées. Dans secteur où la nappe est proche de la surface, et donc relativement bien pourvue en eau, on a pu développer des cultures, y compris au milieu du désert. C'est notamment le cas à Persou, dans le Wadi Fawahir, et plus au sud, autour du site minier, puis de la forteresse romaine de Compassie, qui sont tous deux des lieux d'implantation ancienne, pharaoniques pour l'un et ptolémaïques pour l'autre. Ailleurs, les fonds de Wadi ne sont guère couverts que de buissons épineux, de quelques acacias, et durant l'hiver et le printemps, de plantes herbacées que broutent les ovins, les caprins et les dromadaires, ainsi que les gazelles. Vous avez ici un rapide résumé de la flore qu'on peut trouver dans ces secteurs, donc des acacias très épineux, des colocyntes et de ce qu'on appelle de l'herbe à chameau, c'est-à-dire un épineux que les chameaux viennent brouter. Outre le problème de l'eau, les voyageurs, militaires et marchands, devaient affronter de fortes chaleurs qui varient selon les saisons et au cours de la journée, montrant de forts contrastes entre le jour et la nuit. L'écart de température peut être d'environ 30 degrés entre une nuit glaciale et un jour torride. Au fil des saisons, la température moyenne à l'ombre peut aller de 22,5 degrés à Hurghada en février à 35 degrés en août, de 33 degrés en février à Qousser à 46 degrés et de 22,5 degrés en février à Edfou à 40 degrés en août. Mais Hurghada et Qousser sont situés au bord de la mer où, malgré tout, les températures sont plus tempérées que dans le désert, où elles atteignent, voire dépassent aisément les 50 degrés.
Les dangers ne se limitaient pas aux contraintes de la géographie et du climat, et donc en général au piège de la nature. Les dangers pouvaient aussi venir d'attaques des populations vivant dans le désert ou bien de brigands fuyant la vallée, et notamment fuyant le fisc. Ces brigands qui volaient ou extorquaient, qui volaient les marchandises dans des caravanes ou extorquaient une protection contre de l'argent. Cet ensemble de paramètres explique que l'administration romaine ait été contrainte d'équiper les routes caravanières qui reliaient Coptos au port de la mer Rouge. Surtout lorsque l'augmentation du trafic est devenue exponentielle à la fin du règne des Ptolémées et au tout début de la présence romaine. Nous avons effectivement un témoin direct de cette mutation en la personne de Strabon, qui est notre meilleure source. Il indique dans le livre 2 de la géographie au paragraphe 5 et au sous-paragraphe 12 que quand Cornelius Gallus exerçait son commandement en Égypte, c'est-à-dire était préfet d'Égypte, soit en 27 ou 26 avant Jésus-Christ, Strabon lui-même est allé le voir et l'a accompagné jusqu'à Syène, c'est-à-dire Assouan à l'heure actuelle, et aux limites de l'Éthiopie. Il observa alors qu'on voyait jusqu'à 120 navires partir à la voile de Myosormos pour l'Inde, alors que sous le règne des Ptolémées, dit-il, bien peu de gens avaient l'audace de lancer leurs navires et de faire commerce de la marchandise indienne. Donc c'est cette inflation considérable liée à la demande en augmentation de la part de l'Empire romain qui a motivé de la part de l'administration l'équipement et la surveillance des routes. Au début de l'Empire, la rareté, voire l'absence de menaces de brigandage à l'encontre des caravanes n'a appelé qu'une réponse légère de l'administration qui s'est contentée d'aménager quelques points d'eau. Mais à partir de Vespasien, nous le verrons, la situation change car les populations du désert commencent à devenir nettement plus agressives. Et donc l'armée romaine a été amenée à équiper ces routes. Nous allons commencer d'abord par la route de Myosormos ou Odos Mysormitike. Vous voyez ici le nom sur un ostracon trouvé dans un des forts de la route, un fort qui s'appelle Crocodilo, que nous allons voir tout à l'heure, et vous voyez ici en grec écrit Odou Mysormitike. C'est comme ça qu'on l'appelait dans l'Antiquité, et c'est cette route donc la plus directe qui joignait la ville de Coptos à celle au port de Myosormos. Alors ici, on va parcourir cette route progressivement. Vous aurez toujours dans la partie haute la carte générale et puis un encadré sur le secteur que nous allons étudier. Donc vous voyez cette route qui est très courte, qui est l'endroit la plus courte, qui permet d'aller jusqu'à Myosormos. Je ne vais pas donner tous les détails des travaux que nous avons faits sur cette route. Je m'étendrai plus sur la route de Bérénice parce que nous avons publié en 2004 à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire 2 ouvrages qui s'appellent précisément La route de Myosormos et qui donnent tout le détail des travaux qui ont été réalisés sur cette route en particulier, et je vous renvoie à cette publication. Mais 10 ans sont déjà passés depuis cette publication, et ce cours me donne l'occasion de revisiter la route avec vous, de revisiter nos fouilles anciennes à la lumière de ce que j'ai appris depuis lors. Et donc nous allons procéder pas à pas depuis le Nil jusqu'à la mer, sans tenter pour l'instant d'ordonner les sites dans un ordre chronologique, ce que nous ferons par la suite. La route de Coptos à la mer Rouge, qui passe par le Wadi Hammamat, le Wadi Hammamat c'est ce secteur de montagne qui est ici, a été fréquentée dès la plus haute Antiquité, car en effet c'est le trajet le plus direct et il ne présente aucun obstacle majeur. Les lits du Wadi sont relativement plans et il y a un seul col à franchir qui ne s'élève qu'à 500 mètres d'altitude à l'issue d'une longue montée. Et c'est donc logique
qu'un port ait été implanté à son débouché, c'est celui de Myosormos. Donc nous allons commencer par Koptos. Koptos qui est situé ici, qui est la tête de pont de ces routes. Je ne m'y étendrai pas, car cela nous entraînerait trop loin, cette cité ayant une histoire qui est plurimillénaire et ayant fait l'objet de nombreuses fouilles. Pour notre propos d'aujourd'hui, il suffira de rappeler que la ville est située sur la rive droite du Nil, à 40 km au nord de Thèbes. Elle était appelée Gebtu à l'époque pharaonique, et elle était capitale du 5e nome de Haute-Égypte, et donc à la fois un centre administratif, commercial et religieux. À ce propos, sa divinité tutélaire nous intéresse, car nous la retrouvons dans le désert. Elle était donc, Koptos avait comme dieu principal Min, qui est un dieu étiphalique, qui sera ultérieurement assimilé à Pan. Pan qui régnait sur le désert. À ce titre, Min, assimilé à Pan, est souvent représenté sur les parois des sanctuaires rupestres jusqu'à l'époque romaine, et je vous renvoie à un article d'Hélène Cuvigny qui s'appelle « Le crépuscule d'un dieu, le déclin du dieu Pan dans le désert oriental », paru dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale en 1997, pages 139 à 147. Koptos est la ville la plus importante pour le désert et ses trafics, car y convergeaient donc les deux routes principales qui menaient au port de Bérénice et de Myosormos. Logiquement, l'administration romaine y avait établi un poste de douane dont une inscription bien connue, le tarif de Koptos, qui date de l'an 9 de l'empereur Domitien, soit du 10 mai 90 après Jésus-Christ, et c'est une inscription qui a été assez longuement commentée par André Bernan dans le recueil d'inscriptions qui s'appelle « Les portes du désert » sous le numéro 67. Cette inscription indique le montant des droits que payaient les personnes qui sortaient de la vallée pour entrer dans le désert. Là encore, je n'approfondis pas, en tout cas pas encore, en renvoyant toutefois d'ores et déjà à un très bon article de Fabienne Burkhalter qui s'appelle « Le tarif de Koptos, la douane de Koptos, les fermés de l'Apostolion et le préfet du désert de Bérénice », paru dans la revue Topoi, le supplément numéro 3 en 2002. Koptos était, au 1er siècle de notre ère, le camp de base de la 3e légion syrénaïca, dont les détachements auront la charge de veiller sur les forts du désert que nous allons voir maintenant. Et le préfet commandant la légion avait autorité sur le désert de Bérénice. La présence militaire dans la ville entraîna donc son développement très brillant au cours du Haut Empire romain, mais probablement à la faveur des troubles qui accompagnèrent la mainmise de Zénobie de Palmyre sur l'Égypte, la ville fut prise par les blémis, c'est-à-dire les populations des déserts, et selon une source qui s'appelle l'Histoire Auguste, dans la vie de Probus, 17-2-3, et confirmée par Zosime, livre 1, paragraphe 71. Vers 279-280, Probus semble avoir chassé les blémis, mais les troubles continuèrent ensuite avec la révolte de Bisiris, qui occasionna le siège de la ville en 296 après Jésus-Christ par Galère, qui la détruisit. Elle se releva ensuite et connut un destin assez brillant au Bas-Empire, au début de l'époque byzantine, et au VIe siècle, elle s'appelait Justinianopolis. L'archéologie a partiellement révélé son évolution et son urbanisme. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un cours ultérieur, mais je m'arrête là parce que je voulais simplement vous donner un résumé très général sur cette ville de Koptos, qui est évidemment le chef-lieu, en quelque sorte, du désert de Bérénice. Et donc nous allons parcourir la route. On part de Koptos et on suit d'abord une route qui sera commune entre la route de Myosormos et la route de Bérénice, les deux se séparant à la hauteur de l'oasis de Phoinikon. Notre première étape, un peu sérieuse, aurait dû être le fort de Matoula, qui est situé à 17 km de Koptos, en bordure d'un wadi assez plat.
Malheureusement, et c'est là que je me rends compte que, avec le recul, nous aurions dû peut-être mieux travailler sur ce secteur, mais nous en avons été empêchés pour des raisons financières et techniques. Malheureusement, donc, j'ai peu à en dire, car nous n'avons pu ni le fouiller, ni le relever. Tout ce qu'on a appris de la prospection de Steve Stuyvesant en 1987 et de celle que nous avons effectuée nous-mêmes en 1996, et que son l'architecture de ce fort est très arasée et que le fort est très enfoui dans les sédiments du Wadi. Le schéma, plus que le plan qui en a été relevé par Steve Stuyvesant, montre un plan qui correspond assez à ce qu'on connaît de forts de la même période, qui sont mieux connus, comme celui de Maximianon ou de Crocodilo que nous allons voir tout à l'heure. Et le matériel archéologique que nous avons pu voir en surface date des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. La particularité de ce fort, qui aurait mérité d'être donc plus étudiée, réside dans l'utilisation des briques de terre crue enduites à la chaux pour les élévations sur un socle de pierre. Cette utilisation est due à la situation du fort au fond du Wadi, assez loin des affleurements rocheux, et donc on a utilisé la boue qui était à disposition. Un point qui est aussi intéressant et que nous n'avons pas pu approfondir, que je regrette beaucoup, est qu'il a connu aussi une occupation au Bas-Empire, dont témoignent des céramiques du Ve siècle et peut-être du VIe siècle. Cette réoccupation signale soit une remise en fonction du fort lors de la phase intense d'exploitation des mines d'or byzantines du Wadi Fawarir que nous verrons tout à l'heure, soit l'implantation d'un monastère chrétien dans une de ces zones désertiques près de la vallée que recherchaient les Cénobites pour établir leur monastère. Pour trancher ces questions, cet ensemble mériterait une meilleure exploration et il faudrait vraiment y revenir. Ça pourrait faire l'objet d'un programme probablement mené par d'autres qui serait spécialement adapté à ce fort-là. Il faudrait aussi amplifier nos recherches sur un secteur sur lequel j'ai aussi beaucoup de regrets, qui est l'oasis de Phoenikon à Lakeita. Cette oasis est située à 34 km de Koptos et c'était la première étape obligatoire sur la route, depuis au moins l'époque pharaonique, car on y trouvait des ressources inépuisables en eau douce. Ressources qui étaient faciles à obtenir car la nappe est environ à 3 mètres de profondeur par rapport au sol actuel. Au XIXe siècle, les divers puits qui avaient été creusés pouvaient abreuver aisément une grande quantité de chameaux qui étaient utilisés notamment pour la culture dans l'oasis. Selon les voyageurs de cette époque, l'eau avait assez mauvais goût, mais ceux qui venaient du désert la trouvaient douce tout de même. Quelques sources écrites soulignent l'importance de Phoenikon à l'époque romaine. On a une dédicace à Pan, qui est la première inscription publiée dans le recueil d'André Bernan qui s'appelle de Coptos à Cosser, inscription datée du règne de Claude, et surtout une indication dans la Notitia Dignitatum en 31, paragraphe 31-49, qui mentionne le stationnement de la Octava Palmyrenorum, qui est donc qui donne la certitude qu'il y avait au IVe siècle une implantation militaire. Le problème, toutefois, est de dater leur enseignement. La notice des dignités a été rédigée entre 379 et 397 après Jésus-Christ, mais parfois avec des indications qui n'étaient plus actuelles. Selon Jean de Gange, dans un excellent livre sur lequel nous reviendrons, qui s'appelle « L'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique », paru en 1978, donc à la page 351, Jean de Gange
pense qu'on ne peut pas déterminer à quel moment du IVe siècle l'aile des Palmyréniens a été installée à Phoenikon. Et donc nous avons deux indications qui montrent qu'il y avait une présence certainement militaire dans l'oasis de la Keïta, au Haut Empire et au Bas Empire. Malheureusement, l'archéologie qui aurait pu nous aider sur ce point est assez muette parce que le site est très mal connu. On sait que la Keïta a été occupée de façon continue jusqu'au début du XXe siècle et les vestiges antiques ont été démolis au cours des temps et sont enfouis sous d'épais décombres modernes. Lors d'une prospection, alors vous voyez ici une vue par satellite de l'oasis qui est aujourd'hui très asséchée, avec des vestiges d'un village encore occupé au XIXe, début du XXe siècle, qui sont là, des ruines un peu plus récentes, et surtout ici le tombeau d'un chair entouré, qui est sur une espèce de monticule. Là, donc on voit ici sur la photo, on voit ici le tombeau du chair et les maisons aujourd'hui abandonnées. Lors d'une prospection que j'avais faite en 1995-96, j'ai pu déceler dans une excavation qui avait été faite par les gens qui habitent sur place divers niveaux d'occupation antique, justement près du tombeau du Cher. Il contenait notamment de la céramique sigillée italique et des tessons d'amphores Dressel de IV originaires de Campanie, et qui permettent donc d'assurer qu'il y avait une occupation au moins au début du 1er siècle après Jésus-Christ, mais on voit qu'on est au sommet d'une espèce de petite aile et que certainement il y a une stratigraphie avec une occupation antérieure en dessous, et vraisemblablement dans les abords immédiats il y avait des constructions, certainement une forteresse de l'armée romaine qui reste à trouver. Donc là aussi, j'ai un grand regret que nous n'ayons pas pu, pour des raisons diverses, y travailler, et c'est un secteur sur lequel il faudrait revenir, car ça éclairerait, à mon avis, beaucoup ce qui se passe le long de la route. Donc pour ces deux sites du début de la route, nous sommes très loin d'avoir réuni une documentation suffisante, et peut-être nous ne l'avons pas assez souligné dans l'ouvrage que nous avons publié. Heureusement, les forts suivants sont quand même mieux connus par les fouilles. Alors commençons par le fort immédiatement après. Vous voyez qu'ils sont très rapprochés. Là, on est au début du secteur central de la route, l'oasis de Phoenikon, et le premier fort sur la route qui mène à Myosormos est celui de Kusur al-Banat. Il se trouve à 50 km de Kift, donc de Coptos, face à un gros rocher de grès. Vous voyez le plan qu'on a relevé à l'époque. Il y a un affleurement de grès assez important ici qui est couvert d'inscriptions de toutes les époques, et le fort se situe au milieu du wadi, devant le rocher. Le rocher d'ailleurs s'appelle Kusur al-Banat, ce qui veut dire le château des filles, parce que dans l'imagination des populations locales, ça représente comme un espèce de château. Le fort a été fouillé en 1996 par Michel Rédé, qui en parlera certainement plus en détail, et son plan est très différent de ce que des autres forts de la route. Alors vous voyez ici une vue générale, le rocher où il y a les inscriptions qui est là, donc le Kusur al-Banat lui-même, et ce fort qui représente en quelque sorte un carré avec une cour centrale. Vous voyez ici le lit principal du wadi qui affleure le bord du fort, et nous verrons que ça limite beaucoup notre connaissance, car le wadi a emporté le dépotoir qui était à l'extérieur du fort, et c'est toujours dans le dépotoir que nous trouvons les renseignements qui nous permettent d'écrire l'histoire de ces forts. Le plan donc en est très différent. Alors vous voyez ici une vue de ce fort qui est assez petit, et il est assez différent de ce qu'on connaît par ailleurs. C'est un rectangle qui fait à peine 38 mètres de long par 31 mètres de large, dont les angles sont arrondis, qui ne comporte pas de tours aux angles, et il n'y a que 2 tours carrées de part et d'autre de l'entrée.
4 escaliers dans les angles permettaient de monter sur la courtine. Et une autre particularité qui tranche avec les autres forteresses du désert, c'est qu'il ne comporte pas de puits. Vous voyez que la cour est totalement libre et qu'elle sert en quelque sorte de place centrale sur laquelle ouvrent les pièces qui sont accolées à la courtine. Ces pièces sont des casernements où habitaient les soldats et certaines présentent des particularités, notamment la pièce 12 que vous voyez là, et qui a été interprétée par Michel Reydet comme un sanctuaire, le sanctuaire du fort, la chapelle en quelque sorte, où l'on conservait les insignes religieux et où on rendait le culte. Michel Reydet a aussi fouillé la porte, encadrée, qui est donc située ici, encadrée de 2 tours, qui a livré une inscription malheureusement fragmentaire qui nous informe que le praesidium, vous voyez ici le mot praesidium, c'est le nom que portent ces forteresses, tous ces forteresses sont des praesidia, ce praesidium a été édifié sous l'autorité d'un empereur qui malheureusement est dans la lacune, dans la partie qui est cassée, et pour en assurer la datation, nous avons uniquement la fin d'un couple consulaire, vous voyez ici, et Anton, donc un Antonius ou un Antoninus, et l'une des hypothèses privilégiées par Michel Reydet serait de restituer le nom de Septime Sévère et de son fils Caracalla, donc Antoninus, et ce qui nous daterait le fort, la construction du fort de 202 après Jésus-Christ. Cela aurait l'avantage d'expliquer les similitudes architecturales de ce fort avec celui de Tissavar, qui est daté de l'époque de Commode, et de coïncider avec le matériel archéologique. Le problème principal posé par la datation de ce fort réside en fait, je vous l'ai dit, dans l'absence de dépotoir. Celui-ci devait se trouver devant la porte, donc ici, mais comme vous voyez, le wadi l'a totalement emporté et a emporté aussi le reste de l'inscription. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur du fort est assez peu de choses, car à cette époque-là, et nous le verrons encore mieux pour le fort de Crocodilo et celui de Maximianon, les forts sont maintenus propres et donc sont nettoyés régulièrement et on sort les déchets à l'extérieur. Donc on a trouvé assez peu de choses à l'intérieur, un matériel qui correspond aux phases finales des autres forts, et quelques vases qui pourraient être un peu plus tardifs et qui pourraient dater du début du IIIe siècle. D'autre part, je n'ai pas trouvé, en étudiant le mobilier, de matériel typique du milieu du IIIe siècle, et donc j'ai l'impression que la durée de vie de ce fort, s'il est bien construit en 202, a été assez courte. Mais je suppose que Michel Reydet reviendra là-dessus, et de toute façon, nous porterons le débat. Alors quand même beaucoup mieux connu est celui de Crocodilo. Le fort de Crocodilo est situé à environ 65 km de Coptos et à 116 km de Myos-Hormos, donc on s'approche du milieu de la route. Nous le connaissons bien grâce aux fouilles que nous avons conduites en 1996 et 1997. Il forme un quadrilatère orienté nord-sud et ouvert à l'heure actuelle au sud par une porte axiale. Il tire son nom de la forme du rocher qui le domine à quelque distance. Vous voyez ce rocher qui a la forme d'un crocodile allongé sur le sable. Sur le rocher lui-même, une très grande inscription a été gravée par un certain Dida, qui était un Dace, donc recruté en Dacie, l'actuelle Roumanie, qui avait été transporté de Dacie dans le désert oriental, et un Dace qui a fait une dédicace en l'honneur de Trajan. Ce Dida est connu aussi par
des ostracas, c'est-à-dire des lettres que nous avons trouvées dans le dépotoir du fort, et donc nous pouvons dater avec une grande précision la période à laquelle il était stationné dans le fort de Crocodilo au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Plusieurs autres personnages ont gravé aussi leur nom, un certain Apollinaris, un Caïréas, un Salaios, et qui montrent donc que sur ce rocher, les soldats venaient volontiers écrire leur nom pour marquer leur passage. Le lit principal du Wadi, qui est large environ de 400 mètres, passe au nord du fort, entre le fort et le rocher. Et, comme vous le voyez sur ce plan général, il a emporté la partie nord du fort et il a détruit tout ce côté-là. Le flot, et on doit le voir mieux sur cette photo satellite, le flot est rentré dans le fort et a complètement rempli la dépression centrale où était le puits. Le fort, d'ailleurs, était, et là on le voit très bien sur la photo, environné de déblais qui correspondent au creusement de ce puits. Et c'est une particularité que nous allons retrouver sur tous les autres forts de la route, puisque le creusement de ces grands puits, qui descendent là à une profondeur assez importante, au moins 20 à 25 mètres, génère énormément de déblais. À l'intérieur du fort, on trouve une citerne. Voici le plan avec l'emplacement du puits. On trouve une grande citerne qui était une réserve d'eau immédiatement disponible en cas de baisse de la nappe phréatique ou de puisage intensif lors de passage d'une caravane importante, voire de tarissement saisonnier du puits, ce qui devait se produire. Le fort est globalement carré, ses dimensions internes sont de 48 mètres par 47 mètres, et il comporte des tours d'angle rondes qui sont la caractéristique de cette période. Deux autres tours semi-circulaires flanquent la porte qui est ouverte sur le flanc nord. À l'intérieur, on accédait aux courtines par des escaliers. Dans un premier temps, je crois que la porte était située sur le flanc nord, car sur le flanc sud, la courtine est continue et elle a été détruite à cette partie-là quand on a ouvert dans un deuxième temps cette porte. La porte nord donc aurait été détruite selon moi par le Wadi et reconstruite au cours d'une seconde phase au nord, entre deux tours en fer à cheval. À l'intérieur, comme vous le voyez, les casernements sont adossés aux quatre courtines. L'état actuel du plan est le résultat de plusieurs remaniements qui indiquent une certaine durée d'utilisation, car des pièces ont été ajoutées en avant de certaines autres, vous voyez ici des ajouts, et qui montrent donc que des secteurs entiers ont été refaits. Les céramiques trouvées à l'intérieur de l'escalier 5, qui est situé ici, montrent que dans ce secteur, il y avait des cuisines, et par comparaison avec le plan de Maximianon, on peut aussi interpréter ces pièces comme étant le praetorium, c'est-à-dire l'endroit où habitait le commandant du fort, qui s'appelle le curator. Dans la partie est du fort, donc la citerne, avait une capacité de l'ordre de 200 000 litres et donc susceptible donc, de donner de l'eau entre deux périodes de difficulté. Un bâtiment isolé se trouvait dans l'axe de l'entrée, on le retrouvera dans plusieurs autres forts. Il est intéressant parce que ces murs périmétraux sont très épais et son sol est dallé, comme d'ailleurs dans les autres forts de la route, à Maximianon, dans le fort de Hamra, et sur la route de Bérénice, le fort de Iovis et celui de Didimoy. Je crois que ces bâtiments ont une fonction de représentation, soit sacrée, mais aucune découverte ne permet de l'affirmer, et donc j'ai tendance à penser que ce n'était pas le cas, soit de représentation administrative, mais c'est encore un point sur lequel nous aurons l'occasion de débattre avec Michel Rédé, qui ne partage pas tout à fait mon point de vue. Ce qui nous importe ici, c'est que, pour une fois, le dépotoir, situé au sud-ouest de la porte, était conservé. Ce dépotoir couvre environ 600 mètres carrés.
Et l'étude de la stratigraphie et de son remplissage, en quelque sorte, a permis de mieux comprendre l'histoire du fort. Alors ici, vous avez une vue de la porte, et vous voyez très bien que, à la différence des autres forts, la courtine se poursuit sous la porte, qui montre bien qu'elle a été arasée, et ensuite on a greffé 2 tours pour créer une porte à cet endroit-là. Et ici, une vue de l'intérieur du fort et des casernements qui sont adossés au rempart, et ici l'emplacement du puits, totalement rempli par les alluvions du Wadi, et dans cette partie-là, le bâtiment central de représentation, selon moi, qui est dallé. Alors le dépotoir est particulièrement intéressant car sa stratigraphie est relativement complexe et a livré beaucoup d'ostracas, donc beaucoup de ces textes qui nous permettent d'éclairer l'histoire et la vie de ces forteresses. Comme vous le voyez, il est composé de beaucoup de couches stratigraphiques. Rassurez-vous, je ne vais pas les détailler, mais j'ai essayé de les regrouper en quelques phases de façon à ce que ce soit compréhensible. Quelques phases qui m'ont amené à distinguer les premiers remblais qu'on voit ici et ici, des niveaux de déchets qui sont représentés ici par des amphores et des tessons de céramique et par ces constructions que l'on voit sur le dépotoir. La première phase, donc les premiers remblais, correspondent à des dépôts massifs qui sont assez caractéristiques dans la mesure où il s'agit principalement de couches de gravier, de gravats et de lits de chaux. Leur homogénéité chronologique indique qu'ils ont été déposés au cours d'une seule et même campagne de travaux qui paraît avoir commencé par le nettoyage et la démolition de casernements, suivi ensuite par le creusement de la citerne et par une seconde phase de nettoyage. Tous ces gravats ont été transportés depuis le fort par la porte qui a été ouverte dans la courtine sud, vraisemblablement lors de la même campagne de travaux. C'est-à-dire que je lis à la fois l'ouverture de la porte ici, le creusement de la citerne ici et le dépôt des remblais, des gravats à l'extérieur. Cette campagne de travaux est datable du règne de Trajan et les plus anciens ostracas qui ont été trouvés dans ces remblais datent de la période de 103 à 110 après Jésus-Christ. Et pour cette période, effectivement, beaucoup de textes portent des dates très précises. Dans la mesure où ils paraissent provenir d'une évacuation massive de gravats du fort, le plus ancien de ces ostracas donne un terminus pour la construction du fort lui-même. Quant aux plus récents, ils pourraient correspondre, étant donné leur nombre, aux documents de l'année en cours ou de l'année immédiatement antérieure aux travaux. En tout état de cause, donc, la construction de la porte et le creusement de la citerne sont postérieurs à 110, et comme les dépôts de la phase successive, c'est-à-dire de la phase de déchets qui recouvre cet ensemble, sont datables de la seconde moitié du règne de Trajan, on peut assurer que la campagne de travaux a eu lieu entre 110 et 115 au plus tard. À cette époque, un certain Capito était curator du fort. Il est attesté notamment en l'an 12 de Trajan, et il semble bien qu'il ait été donc le curator en charge de ces travaux. J'ai donc supposé, et je maintiens cette position, que le déplacement de la porte a été rendu nécessaire par une crue dévastatrice ayant endommagé la courtine nord. Dans ces conditions, la première phase du fort serait antérieure, peut-être de beaucoup, à 103 après Jésus-Christ, date de l'ostracone le plus ancien, puisqu'évidemment, le matériel archéologique et les ostracones de la phase les plus anciennes auraient été emportés par le Wadi. La phase B, donc, qui recouvre ces remblais qu'on voit ici, est marquée par, d'une part, la construction de sous pour l'élevage des cochons et par le rejet de déchets dans des lits homogènes
d'une épaisseur moyenne d'une dizaine de centimètres, qui résulte de grands nettoyages périodiques des casernements qui ont été volontairement étalés, probablement pour favoriser le nourrissage des cochons. On décèle dans ces niveaux des couches de paille, de gravier provenant du nettoyage des casernements, de cendres issues des cuisines, de la vaisselle et des dépôts d'archives, et notamment dans Straka, où il y a ici une couche qui était particulièrement riche, puisque tous les tessons comportent des lettres et des textes. Dans une phase successive, on assiste à l'abandon des petits logements dessous où on élevait les cochons et au remplissage. On a des gros dépôts d'amphores qui peuvent correspondre à des grands nettoyages ou peut-être à des grandes fêtes qui avaient donné lieu donc à une consommation importante de vin. Et par exemple, cette couche-là a livré quelque chose comme 77 amphores qui donne une idée donc de ces grandes fêtes qui pouvaient se donner. La fin de l'utilisation des dépotoirs est datable des années 130 après Jésus-Christ, et dans la dernière phase, nous avons quelques très beaux textes, dont un dont Hélène Cuvigny, je suppose, parlera, qui est une amphore qui était totalement couverte de textes datés de 118 après Jésus-Christ et qui avait servi à recopier des dépêches officielles venues des bureaux du préfet à Coptos et qui donc donnaient des rapports, des instructions aux curateurs des forts le long de la route et qui contenaient aussi des rapports venant des forts et adressés au préfet. Donc, grâce à tous ces textes, nous avons une très bonne connaissance et nous savons qu'on a cessé d'alimenter le dépotoir dans les années 130 après Jésus-Christ. Donc, si on tente de résumer l'histoire du fortin, je distinguerai 4 phases. Dans un premier état, je crois qu'on édifia un fort carré avec la porte ici, comme je vous l'ai dit, et avec certainement un puits. La difficulté est de le dater, car comme le dépotoir de cette période a été emporté, on ne peut être assuré de la datation par des critères intrinsèques, et je n'ai pas non plus trouvé d'inscription de fondation. On sait que le fort existait déjà en 103 après Jésus-Christ, et je pense désormais qu'il remonte probablement à la campagne de construction de fort qu'a fait Vespasien lorsqu'il a décidé de créer des équipements sur la route de Bérénice et probablement sur la route de Myosormos en 76-77 après Jésus-Christ. La date est bien précise pour les cas des forts de Didymos et d'Aphroditès et de Sychaète sur la route de Bérénice, mais comme l'architecture est exactement la même, j'aurais tendance à penser que le fort de Crocodilo date aussi de cette période. Dans une deuxième phase, à la suite d'une grande crue du Wadi qui aurait dévasté la partie nord, c'est là qu'on a ouvert la porte, qu'on a créé la citerne et qu'on a jeté les gravats à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, cette phase doit se placer entre 110 et 115 après Jésus-Christ. Puis le fort a été intensément occupé jusqu'au règne d'Adrien et se termine donc dans la décennie 130 après Jésus-Christ. Les ruines sont restées à l'abandon du second quart du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle. Et au Ve siècle, les ruines étaient encore bien visibles, elles le sont encore aujourd'hui, et elles ont servi, et c'est un peu anecdotique pour notre propos, d'étape sur la route qui menait aux mines byzantines du Wadi Fawahir. Et dans la porte, ici, on a aménagé une cabane avec un foyer et un matériel archéologique qui date de cette période. Mais disons que la grande époque, c'est une période assez courte entre, je crois, Vespasien et Adrien. On m'avait recommandé les autres années de vous accorder une petite pause de 5 minutes. Je vois que j'ai dépassé un peu l'heure. On va faire une petite pause et puis après on reviendra pour poursuivre
chemin sur la route de Myos-Hormos avec le fort du Wadi Hammamat. Mais pas plus de 5 minutes.